Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Eh bien, le face-à-face, pourquoi les intellectuels se trompent? Alors, Samuel Fitoussi, bonjour. Bonjour. Vous êtes essayiste, vous êtes auteur de... Vous avez reçu d'ailleurs avec ce livre très savoureux, Woke Fiction, depuis d'ailleurs le wokisme continue, merci, mais de plus en plus combattu, merci aussi. Et là, vous publiez Pourquoi les intellectuels se trompent aux éditions de l'Observatoire. Alors évidemment, on retrouve nos chers intellectuels avec d'ailleurs le dessin de Jean-Paul Sartre. Je montre ça, donc vous voyez, les lunettes de Jean-Paul, strabisme moins divergent que d'habitude, et le verre des lunettes un peu cassé. Alors, les intellectuels se trompent. On a envie de vous dire d'abord, Samuel Fitoussi, mais c'est pas nouveau, ça, ils se sont toujours trompés, ou très souvent. Donc, quand vous dites pourquoi les intellectuels trompent, est-ce que vous ne commencez pas par dire une chose déjà naturelle et connue ? Oui, je pense que beaucoup de gens ont fait, et brillamment fait, la liste des erreurs des intellectuels. Mon livre, je ne me contente pas de faire la liste, j'essaye d'expliquer pourquoi ils se trompent, pourquoi des esprits brillants, parce que vous avez pris Sartre en exemple, qui est donc effectivement en couverture de mon livre. Sartre était objectivement un esprit brillant, premier à l'agrégation de philo, reçu brillamment à Normal, c'était un des et puis de très beaux livres aussi, enfin voilà, il faut dire, il avait par ailleurs une œuvre philosophique et littéraire majeure, et pourtant à chaque fois qu'il s'est engagé, il s'est trompé, toute sa vie il s'est trompé. Il a soutenu le terrorisme palestinien au JO de Munich, il a soutenu Pol Pot qui a commis un génocide, il a applaudi le goulag. En 1954 par exemple, il va en URSS, il revient. Et il est interviewé par Libération et il explique que l'URSS a trouvé la clé du bonheur humain. Il explique que dans moins d'une... Que la liberté d'expression est totale en Russie. Exactement, que la liberté d'expression est totale là-bas, et que dans moins d'une décennie, le niveau de vie en URSS sera de 30 à 40% supérieur au niveau de vie en France, et que la France serait bien inspirée de suivre les politiques publiques mises en place en URSS, à savoir le collectivisme qui a tué des dizaines de millions de personnes. Le journaliste lui demande même, mais s'ils sont si riches et prospères, pourquoi ne voit-on pas plus souvent de touristes soviétiques en France ? Et Sartre répond, vous savez, ils sont tellement bien chez eux qu'ils n'ont pas très envie de partir. Authentique. Donc, tout ça, hein, voilà. Ouais. Donc il a mis toute son intelligence au service des convictions les plus absurdes, les plus erronées et même les plus dévastatrices. Il s'est aussi trompé évidemment sur Mao, mais il y a Castro. Cuba. Castro, voilà, il a été avec Simone de Beauvoir rendre visite à Fidel Castro à Cuba, et ils ont arpenté l'île pendant des jours. Ils sont rentrés, ils ont chanté les louanges de Fidel Castro dans la presse, en soutenant l'interdiction de la presse d'opposition à Cuba, en expliquant que Fidel Castro était une sorte de philanthrope humaniste. Donc à chaque fois qu'il s'est engagé, il s'est trompé. Et l'énigme, c'est que ça ne correspond pas qu'à Sartre. C'est toute l'intelligentsia dans les années 50, 60, 70. C'est lourdement trompé. Et même avant, si vous voulez, on impute souvent le nazisme aux masses qui se seraient égarées, mais le nazisme était particulièrement populaire sur les campus des meilleures universités allemandes. C'est là qu'Hitler suscitait l'enthousiasme le plus grand. Je m'appuie notamment sur l'historien Paul Johnson. Oui, vous voulez dire que ce sont les élites, les élites étudiantes, etc., qui ont été les premières à rallier le nazisme, par exemple. Exactement, le nazisme était particulièrement populaire chez l'élite allemande, et ensuite les croyances de l'élite intellectuelle allemande ont ruisselé et ont atteint le peuple. Il y a même dans les années 30, si vous voulez, et dans les années 40, George Orwell ne trouvait pas d'éditeur pour son livre La ferme des animaux. Pourquoi ? Parce que La ferme des animaux était une satire anti-stalinienne, et que les éditeurs anglais avaient tous une sympathie forte pour Staline. Orwell lui-même écrit plus tard dans la préface du livre enfin publié, et d'ailleurs la préface ne fut publiée que dans les années 70, il écrit... L'intelligentsia britannique a développé une loyauté nationaliste à l'égard de Staline, et dans son fort intérieur, elle a l'impression que dire du mal de l'URSS est une forme de blasphème. Donc il y a eu des décennies d'aveuglement sur des régimes qui ont causé des dizaines de millions de morts, et ce,
alors même que l'information était parfaitement accessible. On imagine parfois qu'à l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux et que l'information ne circulait pas, mais c'est faux. Et Jean-François Revel notamment le montre de manière brillante dans La connaissance inutile, un livre que j'invite tout le monde à lire, un livre absolument brillant. L'information, pour qui la voulait, était accessible. Donc il y avait une forme d'aveuglement volontaire parce que il y avait un confort dans ces croyances populaires mais absurdes. Alors justement, Samuel Fitoussi, pourquoi ces intellectuels, et alors vous en parlez longuement, vous en avez cité certains, mais il y en a beaucoup d'autres, qu'est-ce qui fait qu'ils se sont trompés? Et je voudrais que vous donniez, parce que vous donnez plusieurs raisons, à la fois quand le déni, le côté nous sommes dans notre narratif et nous n'allons pas en sortir. C'est très intéressant parce que ça continue encore aujourd'hui, plus que jamais. Donc, qu'est-ce qui fait que non seulement ils peuvent se tromper, tout le monde peut se tromper, mais ils persistent et signent dans leur erreur? Oui, alors je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, je montre dans mon livre, en m'appuyant sur la pensée de nombreux chercheurs et sur les travaux scientifiques contemporains, que contrairement à ce qu'on a longtemps cru, la raison humaine n'a pas été façonnée par l'évolution uniquement pour nous mener vers la vérité, mais aussi pour nous permettre de faire bonne figure en société. C'est-à-dire qu'il y a un chercheur qui s'appelle Jonathan Haidt qui nous demande d'imaginer deux hommes. Le premier homme est obsédé par la vérité, il raisonne rigoureusement en toute situation. Cela peut l'amener à s'opposer au consensus en vigueur dans son groupe. Le deuxième homme est plus flexible et souvent il adhère aux contre-vérités populaires. Lequel des deux hommes se serait plus souvent reproduit, aurait obtenu pour ses enfants la protection de la tribu, aurait joui des fruits de la coopération, etc. C'est évidemment le deuxième homme. Le deuxième homme, celui qui se trompe plus souvent quand l'erreur est populaire, aurait obtenu, tout au long de notre histoire évolutive, un avantage sélectif par rapport à l'homme dont la raison le pousse purement vers la vérité. Et donc, la raison humaine nous oriente, on est les descendants d'hommes qui se sont trompés quand l'erreur était populaire. Donc la raison a été façonnée non pas pour accéder à la vérité, mais aussi parfois pour rationaliser l'erreur à la mode. Or, à cette époque, le communisme, par exemple, pour prendre à nouveau cet exemple, était à la mode. Et donc, le coût social de la vérité était très élevé. Et donc, les intellectuels étaient incités psychologiquement à rationaliser les absurdités à la mode. Pour faire bien dans le milieu, pour traduire, c'est bien dans le milieu, et bien, il faut quand même que je sois avec la foule, que je hurle avec les loups, que je bêle avec les moutons, mais il faut me faire bien voir, c'est ça. Et puis, vous me direz, ça c'est le lot de tout le monde, pas juste des intellectuels. Oui, mais les intellectuels ont une particularité, c'est que contrairement à d'autres catégories de la population ou d'autres métiers, ils ne subissent pas eux-mêmes les conséquences de leurs erreurs. Simone de Beauvoir, par exemple, a défendu le goulag. Elle a défendu les assassinats d'opposition politique en URSS. Elle a écrit un livre de 450 pages à la gloire de Mao, en écrivant que le maoïsme était un humanisme. Et pourtant, toute sa vie, elle est restée une idole intellectuelle et elle a vécu une existence confortable à Saint-Germain-des-Prés. Idem pour Sartre, on l'a dit, il s'est trompé toute sa vie. Et Solzhenitsyn disait de Sartre qu'il était resté le maître à penser de l'intelligentsia toute sa vie. Donc les intellectuels disposent du luxe de pouvoir ne pas subir les conséquences de leurs erreurs, alors que si vous voulez, le boulanger, s'il se trompe, si sa recette de fabrication de son pain est mauvaise, il ne vendra pas de pain, sa boulangerie fera faillite. Le pilote d'avion, s'il commet des erreurs, il meurt en même temps que ses passagers, il joue sa peau, pour reprendre l'expression de Nicolas Nassim Taleb. Donc seuls les intellectuels disposent du luxe de pouvoir choisir leurs croyances en fonction de la valeur sociale de ces croyances, plutôt qu'en fonction de la validité de ces croyances, et ça peut, je pense, expliquer beaucoup d'erreurs d'intellectuels. Alors justement, mais Samuel Fitoussi, de ce point de vue-là, est-ce qu'il n'y a pas quand même... Alors vous semblez dire que... parce que la raison et la séduction devraient s'opposer. Donc quand vous dites qu'il y a deux hommes, non, il y a l'homme raisonnable qui cherche la vérité, qui essaye de la trouver, et qui va... Alors il sort de sa zone de confort, il se heurte effectivement à la doxa, mais l'autre, ce n'est pas par raisonnement, c'est par pur opportunisme, si je vais jusqu'au bout de ce que vous dites. Oui, mais c'est souvent nous sommes aveugles aux objectifs évolutifs que poursuit notre cerveau. Moi, je ne dis pas que les intellectuels sont cyniques et opportunistes, c'est pas ce que je dis. Je pense que les intellectuels qui se sont trompés sur le communisme
croyaient défendre la vérité, mais leur raison, leur cerveau les orientait vers la rationalisation de l'erreur à la mode et non pas vers la recherche objective de la vérité. Pourquoi ? Parce que le cerveau possède un certain nombre de filtres et en vérité, contrairement à ce qu'on croit, on part de la conclusion et on raisonne à partir de la conclusion. On filtre le monde pour le voir tel qu'on aimerait qu'il soit, on accorde beaucoup plus de poids aux informations susceptibles de confirmer nos croyances, on interprète avec partialité une même information pour la lire de façon compatible avec ce qu'on croyait auparavant. Donc on croit que le raisonnement nous guide trace un chemin vers la conclusion la légitimité de ce raisonnement, c'est ça. Voilà, on croit que c'est le raisonnement qui trace le chemin. En vérité, c'est la conclusion qui trace le chemin et on raisonne pour aboutir à la conclusion à laquelle on a abouti en vérité, non pas pour des raisons rationnelles, si vous voulez, mais pour des raisons sociales. D'opportunisme et de désir de popularité, franchement. Il y a aussi ça. Évidemment, je pense qu'à la marge il y a ça, mais si vous voulez, je trouve que quand cela existe, c'est beaucoup moins intéressant à analyser parce que voilà, sûr. On l'a dit, quelqu'un est cynique, opportuniste. Évidemment, il y a des cyniques et des opportunistes partout, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'aveuglement idéologique, et l'aveuglement idéologique peut aller très loin. Pour vous donner un exemple que je donne dans mon livre, Arthur Koestler, le grand écrivain, dans les années 30, était fanatique communiste. Plus tard, quelques décennies plus tard, il revient de son embrigadement communiste. Bien sûr, le zéro est l'infini. Voilà, et il fait preuve d'une grande lucidité. Et donc, dans ses mémoires, il raconte son voyage dans les années 30, à l'époque où il était fanatique communiste, en Ukraine. Au moment où il se rend en Ukraine, l'Ukraine est ravagée par la famine qui fera 5 millions de morts. Mais lui est persuadé que l'URSS a trouvé la clé du bonheur humain et est en train de façonner une utopie fantastique. Donc, il arrive en Ukraine et il voit des gens affamés, il voit des gens aveugles parce qu'ils manquent de calories et qu'ils n'arrivent plus à voir. Il voit par terre des gens qui dorment avec leurs enfants et qui supplient les rares touristes d'échanger des morceaux de pain noir contre leurs vieilles bottes. Il voit des mères porter aux fenêtres des trains leurs bébés squelettiques. Il entend des témoignages de familles qui mangent les restes de leurs défunts pour survivre. Il voit que dans le village où il dort, dès qu'il y a une vague rumeur faisant état d'un stock apparu dans un magasin, des queues se formaient, parfois de plusieurs kilomètres devant le magasin, alors même que dans la queue, on ne savait pas quel produit était arrivé, mais dans le doute, on faisait la queue parce que ça pouvait être un reste de nourriture. Il voit tout ça. Et pourtant, dans son carnet de voyage écrit au moment de son voyage, il balaye ça très rapidement et il s'arrête et il dit par contre, dans le village où je dors, la cabine téléphonique est superbe, on n'a pas des cabines téléphoniques comme ça en Europe, ça laisse augurer un avenir absolument radieux. Donc on voit là le mécanisme de l'aveuglement idéologique à l'œuvre, et là c'était pas cynique parce que ce qu'il écrit, il le consigne dans son carnet de voyage qui n'était que pour lui-même. L'aveuglement volontaire, c'est pas la servitude volontaire, mais c'est l'aveuglement volontaire. On va continuer à en parler après cette petite pause. Je vous rappelle que si vous voulez discuter justement des intellectuels, parlez de ça avec Samuel Fitoussi, 0826 300 300, 0826 300 300. On se retrouve tout de suite après une petite pause, parce que pourquoi on continue à l'heure du dérèglement climatique, à l'heure du Covid, à l'heure de Russie-Ukraine, à l'heure du Moyen-Orient, eh bien, les mêmes phénomènes se reproduisent. On va continuer à en parler. Pourquoi les intellectuels se trompent? Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Pourquoi les intellectuels se trompent? Samuel Fitoussi, aux éditions de l'Observatoire. Pourquoi les intellectuels se trompent? Vaste question, et effectivement, on a commencé à faire l'inventaire des raisons. Mais ce que vous dites aussi quelque part, avant de parler des élites et pourquoi c'est grave quand les élites se trompent beaucoup plus que, je dirais, le peuple, ou en tout cas une certaine partie du peuple, je voulais qu'on applique un peu ça, Samuel Fitoussi, parce que depuis 5 ans, grosso modo, si on regarde les narratifs qui nous ont occupés, ce qu'on appelle la doxa aujourd'hui, que ce soit sur le Covid, encore une fois, quel que soit ce qu'on peut penser, mais on voit très bien entre ce qu'on disait il y a 5 ans, ce que le narratif qui disait il y a 5 ans et aujourd'hui, Dieu sait s'il y a eu des évolutions, c'est le moins que l'on puisse dire. Par exemple, la guerre Russie-Ukraine, la guerre Russie-Ukraine, par exemple, le climat. Qu'est-ce qui fait, et je voulais savoir pour vous, que les intellectuels, depuis toujours, mais depuis, que l'expression existe, depuis Zola, Dreyfus, ont le monopole de cette parole en disant, nous disons le vrai, nous savons ce que nous disons le vrai, le beau et le raisonnable. Je pense que les intellectuels
effectivement, ont une influence disproportionnée sur les directions que prennent nos sociétés. Ce qui est très marquant, c'est que, je le montre dans mon livre, les intellectuels n'ont globalement jamais pensé comme les masses. Les intellectuels se distinguaient toujours, et comme je l'ai dit avant, les intellectuels ne se sont pas moins trompés que les masses, ils se sont peut-être plus trompés. Et dans vous dites que c'est plus grave à ce moment-là. Et c'est plus grave, mais si vous voulez, dans les années 30, l'intelligentsia anglaise, Orwell le disait, était très favorable au communisme. Même aux États-Unis, à New York, les éditeurs new-yorkais ne voulaient pas publier les livres d'Ayn Rand qui critiquaient la Russie post-révolutionnaire parce que selon l'agent d'Ayn Rand, les éditeurs new-yorkais étaient trotskistes et ne voulaient pas faire le jeu des anticommunistes. Mais attendez, tous les éditeurs new-yorkais n'étaient pas trotskistes. À l'époque, pas tous sans doute, mais Ayn Rand a mis plusieurs années à faire publier son premier livre, Nous les vivants, qui finalement s'est écoulé à plusieurs millions d'exemplaires, parce que il avait un ton trop anticommuniste. Donc, si vous voulez, et à l'époque, heureusement que le bon sens de l'homme ordinaire a fait contrepoids aux passions de l'intelligentsia en Occident, parce que sinon, si l'intelligentsia avait eu le dernier mot, nos sociétés seraient peut-être devenues communistes avec tout le lot de désolation humaine que cela apporte. Donc aujourd'hui encore, je pense qu'il faut se méfier ce serait absurde évidemment de dire que l'intelligentsia a toujours tort. Bien sûr que non, je pense que sur beaucoup de sujets elle a raison, mais il faut s'en méfier, et notamment parce que, vous l'avez dit dans votre question, l'élite possède une influence disproportionnée sur la direction que prennent nos sociétés, parce que il y a les urnes. Dans les urnes, souvent, elle n'a pas le dernier mot. On a vu même aux États-Unis, l'élite était très défavorable à Trump, et pourtant, même si ça a un peu changé, et pourtant c'est Trump qui a gagné les dernières élections. Mais l'élite a une influence par les positions qu'elle occupe dans le monde de la culture, particulièrement en France, puisque la culture est extrêmement subventionnée et protégée des logiques de marché, sur le service public, par l'université, par toutes les couches de bureaucratie qu'elle occupe. Les bureaucrates, les fonctionnaires non élus sont aujourd'hui en mesure de fabriquer leurs propres lois, appelées régulations en général, et d'imposer à tous une normativité basée sur leurs appréciations. Ce que j'appellerais les intellectuels de l'état profond. Voilà, état profond, je ne sais pas si le terme est polémique, mais en tout cas, effectivement, il y a des fonctionnaires qui non élus, qui ont une influence démocratiquement contestable par le droit d'imposer des normes, des régulations, etc., qui sont souvent assez mal avisés, pas toujours à nouveau, mais souvent. Donc oui, l'influence des intellectuels il faut s'interroger, il faut y réfléchir. Orwell disait à son époque que l'élite avait un privilège, les intellectuels avaient un privilège, c'était le privilège d'édicter des tabous. Les intellectuels ont une influence de dire que certains sujets ne doivent pas être discutés, que d'autres doivent être discutés, et les intellectuels sont un peu, dans certains débats sociétaux, l'arbitre des élégances, si vous voulez. C'est l'élite qui décide de quel sujet on a le droit de parler dans les dîners mondains, etc. Et c'est de ces sujets-là, ensuite, c'est des sujets qui sont à la mode dans les dîners mondains, dont s'empare la classe politique, etc. Donc, les intellectuels ont le pouvoir de fixer le cadre du débat, d'orienter le débat public, si vous voulez. Ils ne sont pas les seuls à pouvoir le faire, mais ils ont, on va dire, une influence très forte là-dessus. Est-ce que c'est pas dépassé tout ça, très franchement? Ce que vous dites, oui, c'était le tableau, je dirais, jusqu'en il y a 20 ans peut-être, ou 15 ans, mais est-ce que c'est pas dépassé dans le sens où aujourd'hui, alors peut-être non seulement par les réseaux sociaux, est-ce que ce n'est pas battu en brèche par d'autres paroles, alors que les intellectuels, en tout cas certains intellectuels dont vous parlez et qui existent et qui sont encore très forts, diront n'écoutez pas ces gens-là, ce sont des populistes, ce sont des complotistes, ce sont tout ce qu'on entend du matin au soir. Est-ce que justement c'est pas battu en brèche ça? Est-ce qu'il n'y a pas déjà ça? Oui, bien sûr, il y a un mouvement aujourd'hui, si vous voulez, de révolte de révolte des peuples contre les élites. Non, mais même des peuples, même d'autres voix qu'on entend, je veux dire, au-delà des bien voix sûr, populaires. mais je pense qu'effectivement, il s'est passé un grand changement par rapport à l'époque de Sartre, Foucault, etc. C'est l'horizontalité permise par les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux ont énormément de défauts. L'horizontalité, c'est un de leurs défauts, c'est que toutes les voix sont mises sur le même plan. Il n'y a plus de figure d'autorité officielle, etc. Mais cette horizontalité est aussi
une qualité. C'est-à-dire que plus personne n'a le pouvoir de dire, voilà, aujourd'hui, par exemple, comme à l'époque où il y avait 5 chaînes, certains avaient le pouvoir de dire, voilà, 6 journaux, etc. Ces sujets-là, c'est les sujets qui devraient intéresser les Français aujourd'hui et dont nous allons leur parler. Et ces intellectuels-là sont les intellectuels que nous on préfère, donc c'est la pensée que nous allons imposer aux Français. Aujourd'hui, non, c'est grâce à l'horizontalité, les Français ou les peuples de manière plus large peuvent imposer les sujets dont ils souhaitent parler par le biais du like sur les réseaux sociaux, peuvent récompenser les penseurs qu'ils jugent les meilleurs, à nouveau par le biais de leurs likes et de leurs retweets, etc. Et donc grâce à l'horizontalité des réseaux sociaux, le débat public est en quelque sorte plus démocratique, si vous voulez. D'ailleurs, grâce à Twitter, depuis des années, il y a souvent des sujets qui montent sur Twitter, et ensuite les médias sont obligés de s'en emparer parce que ça fait énormément discuter sur les réseaux sociaux. Donc je pense que les réseaux sociaux sont un formidable outil démocratique, même s'ils ne sont pas parfaits. Et non, effectivement, il y a plus de. Je pense que les réseaux sociaux multiplient la quantité de fake news en circulation, ça c'est indéniable. Mais les réseaux sociaux permettent aussi de faire démentir énormément de fake news grâce à donné dans la presse ou la radio mainstream. Voilà. Enfin, parce qu'à l'époque où il y avait 5 chaînes, si une fake news était donnée dans les médias mainstream, c'était fini, on passait à autre chose. Aujourd'hui, les réseaux sociaux peuvent dire attention, ça c'est pas vrai parce qu'il s'est passé ça, et donc les médias sont obligés de faire leur mea culpa. Ça invite les journalistes à plus de précision et à faire parfois leur mea culpa. Un exemple marquant de ça, c'est, je ne sais pas si vous vous rappelez, en octobre 2023, le New York Times, Le Monde et beaucoup d'organes de presse ont envoyé une notification push à des millions d'abonnés en leur disant « Israël vient de bombarder un hôpital à Gaza et de tuer 800 personnes ». Pendant la nuit, sur Twitter, les internautes ont recoupé les informations, l'intelligence collective a joué, et on s'est rendu compte que le missile ne venait pas d'Israël, mais de Gaza, que l'hôpital n'avait pas été touché, mais c'est le parking de l'hôpital qui avait été touché, et qu'il n'y avait pas eu 800 morts, mais une dizaine tout au plus. Donc la correction est venue des réseaux sociaux. Voilà, la correction est venue des réseaux sociaux, alors que le même schéma, il y a 15 ans, la fake news aurait été lancée par les médias officiels, entre guillemets, et elle n'aurait jamais été corrigée, et aujourd'hui, elle serait restée. On serait sans doute resté sur ce narratif, même si certains l'auraient contesté. Peut-être que certains gens informés auraient su qu'il s'agissait d'une fake news, mais le grand public n'aurait pas été averti. Donc voilà, moi je pense que les réseaux sociaux ont une formidable influence. Dans mon livre, je parle aussi on parle beaucoup des fake news aujourd'hui, qui seraient dues aux réseaux sociaux, mais je montre dans mon livre que il y avait dans les années 50, 60, 70, pendant 3 décennies, des fake news officielles sur le maoïsme qui était considéré comme un succès selon Le Monde. Un humanisme. En 1974, vous avez Simon Leys, qui rentre d'Asie, qui publie un livre pour essayer Les amis neufs du président Mao. Voilà. Et je recommande à tout le monde de le lire. Il reste. Et donc, pour dire à l'intelligentsia française, voilà, le maoïsme n'est pas un succès, des dizaines de millions de morts s'accumulent, c'est un désastre humanitaire. Et son livre est extrêmement mal reçu. Le Monde et le Nouvel Obs le traitent de charlatan qui ne sait pas de quoi il parle. Donc concrètement, le terme fake news n'existait pas à l'époque, mais il l'accuse de raconter des fake news. Donc, et Simon Leys, les portes de l'université se referment sur lui, alors qu'il était prédestiné à une grande carrière universitaire, et il est même obligé de s'exiler, entre guillemets, parce que c'est un exil social, pas forcé, mais de s'exiler en Australie. Et à l'époque, peut-être que si les réseaux sociaux avaient existé, Simon Leys aurait, de son vivant, été réhabilité plus rapidement, et on aurait su que Roland Barthes, Sartre, etc., racontaient n'importe quoi. Et comme vous dites, Samuel Fitoussi, il y aurait au moins eu débat, alors qu'à l'époque, il n'y a pas eu de débat. Voilà. On pouvait invisibiliser, on pouvait taire, parce qu'on dit on pouvait bâillonner beaucoup plus facilement encore qu'aujourd'hui, il faut le savoir. On va se retrouver, c'est passionnant, avec Samuel Fitoussi. Pourquoi les intellectuels se trompent, juste après cette petite pause. Sud Radio Berkhof dans tous ses états, midi 14h. André Berkhof. Et avec Samuel Fitoussi, pourquoi les intellectuels se trompent. Et justement, on va peut-être évoquer, vous en parlez longuement dans votre livre, Samuel Fitoussi, la fabrique des intellectuels. Hein. Comment ça se fabrique tout ça? Et justement, le rôle éminent, et d'ailleurs on voit très bien ce qui se passe, vous en aviez parlé dans votre précédent livre sur le wokisme, l'université qui joue un rôle extrêmement important, hein, pas seulement l'éducation et la transmission, mais justement cette élite qui se fabrique dans les universités. Quel est ce rôle de l'université et du diplôme et dans la fabrique de l'intellectuel et de la doxa qui se met en place, quoi?
Oui, je pense que l'université joue un rôle très important aujourd'hui dans la légitimation de certaines idées d'ailleurs souvent absurdes. Je parle en particulier des sciences sociales, évidemment, je conteste pas les sciences dures. Il y a un canular académique qui a été fait il y a 3 ans, il y a un peu plus que 3 ans, il y a une dizaine d'années, par des chercheurs qui ont envoyé une vingtaine de papiers dans des revues académiques prestigieuses. D'accord. Et la plupart de leurs papiers ont été acceptés. Et ce qu'ils voulaient démontrer et les papiers en fait étaient complètement farfelus. C'était des papiers du style la culture du viol dans les parcs à chiens, pourquoi le patriarcat. Des trucs bidons. Voilà, des trucs complètement bidons. Ouais. Il y avait un papier, c'était un extrait de Mein Kampf où ils avaient remplacé juif par homme blanc cisgenre. Et donc le papier a reçu des louanges d'universitaires. Et ce qu'ils voulaient montrer par là, c'est que aujourd'hui, dans certains n'importe quel sujet pouvait passer. Dans certains départements de sciences sociales, il suffit qu'un papier accable l'Occident pour être accepté. On veut accabler l'Occident, on veut montrer que l'Occident est rongé par le racisme systémique, par le patriarcat, par la culture du viol, etc. Et donc voilà, donc les critères de scientifiques, si vous voulez, n'existent plus vraiment dans certains départements de sciences sociales, et le critère de dénonciation de l'Occident a pris le dessus. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez intemporel chez les intellectuels. Orwell, à son époque, parlait déjà de l'anglophobie des intellectuels anglais. Il disait, pour un intellectuel anglais, il disait l'intellectuel de gauche moyen préférerait être aperçu en train de voler dans une boîte à dons pour pauvres que en train de chanter l'hymne national, la main sur le cœur. C'est intéressant. Comme aujourd'hui, un certain nombre d'intellectuels parlent du suprémacisme blanc comme hypothèse, comme dogme absolu. Voilà, aujourd'hui, c'est chez les intellectuels de gauche, le patriotisme est encore très mal vu. On veut à tout prix dénoncer l'Occident. Et par contraste, on se montre extrêmement complaisant pour d'autres civilisations qu'on se refuse le droit de critiquer. Donc voilà, donc ça, je pense que c'est un des nombreux phénomènes aujourd'hui qui touchent l'université. C'est, pour reprendre la formule de Roger Scruton, l'oikophobie. L'oikophobie, c'est l'inverse de la xénophobie. C'est la haine automatique, le rejet automatique de sa propre maison, de son propre héritage, c'est la haine de soi. Et donc l'université, je pense, est gangrenée par ça. Et les départements de sciences sociales aujourd'hui, je pense, je le dis dans mon livre, sont un peu devenus le temple de l'irrationalité où prospèrent toutes sortes de croyances complètement absurdes, même sur les questions d'identité de genre, par exemple, avec l'idée qu'il pourrait y avoir non pas deux sexes, mais des dizaines d'identités de genre différentes qu'on pourrait choisir. On pourrait s'autodéterminer sans cesse. On va en parler, mais je crois que nous avons deux auditeurs. Vous avez plusieurs auditeurs en ligne et on commence avec César qui appelle de Bayonne. Bonjour César. Bonjour André Berkoff et bon mois de mai à toute l'équipe de Sud Radio. Merci César. Bon mois de mai à vous. Dites-moi, on vous écoute. D'abord, bonjour à l'invité. Par rapport à ce qu'il vient de dire, je pense que ce serait bien un jour que vous fassiez, André Berkoff, une émission sur l'esclavage des Européens avec les barbaresques 1,1 million 250 000 blancs ont été esclaves dans l'histoire. Et un jour, je pense que ce serait bien que vous fassiez une émission là-dessus parce que comme ça aussi, les blancs, ils auront droit à leur heure de victimisation. Comme ça, tout le monde aura son moment de victimisation. Ce sera parfait. Oui, voilà. C'est vrai qu'il y a eu, il faut le rappeler, des millions d'esclaves blancs, et c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins. Vous avez raison César, mais on va faire une émission là-dessus, absolument. Il y a quelques historiens qui ont fait de très bons bouquins là-dessus. Je crois que nous avons aussi Safia de la Courneuve. Bonjour Safia. Bonjour André. Bonjour Safia. Bonjour Samuel Pitoussi. Donc ce qui m'a interpellé directement à l'écoute de la thématique de votre ouvrage et l'auteur, en l'occurrence vous-même, moi personnellement je suis d'origine et d'issue complètement populaire, enfin tout ce qui s'ensuit, et je vous ai directement catalogué dans l'intelligentsia de ce qui est en cours, ce que vous dénoncez quelque part dans le noyau dur de votre ouvrage. Et en gros, je me dis que c'est le serpent qui se mord la queue. Parce que vous ciblez une intelligentsia dont quelquefois aussi avec André Berkoff, je cible le pauvre petit Emmanuel Macron qui veut détonner, révolutionner, mais il est complètement pris dans cette bulle. Et moi, un intellectuel, généralement, ce sont des académiciens qui sont dans la discrétion et qui fournissent des travaux de fond et qui vont infuser et qui vont vraiment impacter et avoir
Je comprends. Vous voulez dire, Safia, qu'il soit beaucoup moins médiatique, enfin, beaucoup moins sous les feux de la rampe que dans l'ombre et faisant ses travaux, c'est ça? Exactement. Regardez, André Berkoff, vous, dans votre entité, pourquoi je vous suis? Parce que vous avez une pertinence et que vous êtes dans le détournement et le contourner la logique de la doxa. Oui, mais il y en a beaucoup, vous savez, d'autres le font. Hein. Heureusement, je ne suis pas seul. Excusez-moi du peu, je sais à qui j'ai affaire. Et moi, j'ai toujours ciblé des personnes qui pouvaient être retentissants et ouvrir mon esprit et me faire prendre un grand élan. Alors que Samuel Fitoussi, il est tout frais, tout jeune. Il a fait quoi? Il a fait Hippocane. C'est quoi votre parcours, Samuel Fitoussi, en un mot? Alors Samuel va vous répondre en tout cas sur les intellectuels et sur lui-même. Oui, non, moi j'ai fait des études d'économie à Cambridge, puis j'ai fait un master de management à HEC. Mais donc vous pourriez effectivement dire que je fais partie de l'élite, mais en fait dans mon livre je ne dis pas que l'élite se trompe tout le temps. Et encore moins que les classes populaires ont raison tout le temps. Je pense qu'il ne faut pas juger de la validité d'un discours en fonction de celui qui l'exprime. Je pense que des idées absurdes peuvent être proférées par une personne issue d'une classe populaire, des idées brillantes par un membre de l'intelligentsia. C'est pas la question. Moi, dans mon livre, je cherche à expliquer l'énigme de pourquoi des gens qui font partie de l'intelligentsia, donc en théorie, ont la mission d'éclairer nos sociétés. Pourquoi ces gens-là se trompent-ils si souvent? Je ne dis pas qu'ils se trompent tous, et encore moins qu'ils se trompent tout le temps. Donc moi personnellement je ne vois pas de paradoxe dans ce que j'écris. Je voudrais César, je n'ai pas eu le temps de poser votre question et vos questions. Alors évidemment je vous donne la parole, mon cher César. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Donc rebonjour à l'invité. Oui. Alors du coup, je voulais juste dire, parce que c'est le sujet des intellectuels, il y a un truc qu'on entend beaucoup en France, c'est le concept de l'étiquette droite, gauche, extrême droite, centre, etc. Et je pense qu'on devrait plutôt s'intéresser à qui est honnête et qui pratique l'éthique, justement. Ça, c'est plutôt des valeurs verticales, alors que droite-gauche, c'est plutôt horizontal et c'est plutôt creux. Mais je vous donne un exemple par rapport à ça. En France, on nous dit plutôt l'islamisme, ça vient d'extérieur de France, donc c'est plutôt une valeur de gauche. Alors qu'en fait, c'est la pire extrême droite de toute la Terre. Il suffit de regarder ce qui se passe en Iran, il suffit de regarder ce qui se passe en Afghanistan. Donc les gens qui se disent de gauche aujourd'hui, dits de gauche, je dis bien, eh ben, ils font ce qu'on appelle des prosternations à la pire extrême droite. Donc c'est ce concept intellectuel où tout est mélangé, où la corruption est complètement mélangée, et au final, les choses les plus horribles arrivent dans notre pays. Et moi, le message que je voudrais dire, c'est que la criminalité, ce n'est pas ça l'antiracisme. La criminalité, c'est pas ça l'antifascisme. L'antifascisme, oui, c'est bien plus beau que ça, etc. Et les gens qu'on dit en France d'extrême droite, c'est juste des gens comme Marine Le Pen, on la voit tout le temps à la télévision, elle fait des câlins à des enfants toute la journée, on dit qu'elle est d'extrême droite, alors que en fait ils veulent juste le gaullisme, ces gens aujourd'hui. Donc en fait l'extrême droite française aujourd'hui c'est le gaullisme, et donc c'est juste un peu moins d'impôts, un peu plus de justice, et un peu moins d'immigration, voilà. Ouais, en fait César, ce que vous dites c'est que effectivement aujourd'hui, d'ailleurs vous en parlez assez peu, la droite et de la gauche, Samuel Fitoussi, c'est pas votre point de vue, vos lignes principales, mais ce qui est intéressant, c'est vrai que tout ça, droite et gauche aujourd'hui, en tout cas, si on parle vraiment de nos temps à nous, sont extrêmement brouillés. C'est-à-dire, vous savez, c'était Léo Ferré qui disait la gauche, c'est la salle d'attente du fascisme. Et il faut savoir de quoi on parle. Mais par rapport à ce que dit César, effectivement, il y a une espèce de brouillage et de flou dans tout ça qui n'arrange pas les réflexions. Oui, je pense que sur le clivage droite-gauche aujourd'hui, il y a quelque chose d'assez marquant dans le débat public. Et c'était aussi le cas à l'époque, justement, de Sartre. C'est pour ça qu'il valait mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Aron, comme le dit l'adage. C'est que quand la gauche se trompe, on considère que c'est moins grave que quand la droite se trompe. Parce que quand la gauche se trompe, ce serait un égarement, un dévoiement, une dérive par rapport à sa nature réelle qui serait vertueuse. Par exemple, c'était même implicite dans la question de l'auditeur. Il dit les valeurs islamistes, par exemple, sont l'inverse des valeurs de la gauche. En faisant une équivalence aux valeurs de la gauche serait le bien. Et donc, quand la gauche défend des islamistes, en fait, c'est un dévoiement de sa vraie nature qui est d'être le bien.
Alors que la droite, on a un peu une grille de lecture inverse. Quand la droite se trompe, certains disent ah voilà, la droite laisse paraître son vrai visage. Ou à l'inverse, quand la droite ne se trompe pas, par exemple sur l'islamisme aujourd'hui, la droite a une position beaucoup plus morale à mon sens que la gauche. On considère qu'elle a raison un peu par hasard et qu'il ne faut pas oublier que derrière le masque se trouve une nature assez viciée. Et donc, je pense que ça pourrait expliquer le double standard où on pardonne plus facilement aux intellectuels de gauche qui se trompent, même quand ils se trompent sur presque tous les sujets et même quand ils se trompent très gravement, qu'aux intellectuels de droite qu'on soupçonne toujours de cacher quelque chose de sombre. Oui, alors justement, est-ce que ça ne pose pas la question, parce que, regardez, aujourd'hui, encore une fois, j'ai juste commencé d'en parler, et on va continuer à en parler, c'est-à-dire que quand on voit, prenons des phénomènes plus récents, et vous avez, et à raison, votre livre parle de toutes ces années 30, 40, 50, 60, avec quelques allusions évidemment à aujourd'hui, et où effectivement l'intellectuel joue un rôle, et on le sait, on ne va pas reparler, la presse, les réseaux sociaux, beaucoup plus important, à mon sens en tout cas, qu'aujourd'hui. On voit très bien qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus brouillé. Mais si on regarde, moi j'aimerais, avec votre grille de raisonnement, quand on regarde ce qui s'est passé avec le Covid, encore une fois, avec le climat ou ce qui se passe, hein, quelles que soient les opinions qu'on peut avoir sur la guerre Russie-Ukraine ou sur le Proche-Orient, vous en parlez aussi un peu dans votre livre, je veux dire les connotations, effectivement. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, disons, la question qu'a posée Samuel Fitoussi, que les intellectuels se trompent moins parce que, justement, il y a des conséquences quand les intellectuels se trompent. Vous avez commencé à en parler, on va comment en parler. Est-ce que les intellectuels se trompent moins? Après une petite pause, on reprend cette discussion. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Samuel Fitoussi, pourquoi les intellectuels se trompent? Et il faut dire, continuent de se tromper, encore une fois, pas tous, hein, on ne généralise pas, ils ne généralisent pas non plus, mais il y a de quoi faire. Et justement, parlons un peu de ceci. Aujourd'hui, au fond, qu'est-ce qui fait que la parole, entre autres intellectuelle, mais en général, ou élitiste, parce que vous parlez des élites, en tout cas, l'intellectuel fait partie de l'élite. Qu'est-ce qui fait que cette parole continue d'être la parole qui donne le là, et quelles sont les conséquences de cette parole qui donne, voilà, c'est là où il faut penser, c'est comme ça qu'il faut penser. Oui, je pense que les intellectuels ont sans doute moins de poids et d'influence qu'avant. Dans les années 60-70, il y avait une dizaine d'intellectuels qui vendaient des centaines de milliers de livres, voire des millions. On n'a plus vraiment ça aujourd'hui. Les intellectuels parlent aujourd'hui plutôt à une classe d'ultra diplômés qui ensuite ont, eux, une influence disproportionnée en occupant en remplissant les effectifs d'institutions, de bureaucratie, etc. Mais je pense que surtout à travers l'université, les intellectuels continuent à être très influents. Parce que quand des idées, tout le monde peut se tromper, mais quand des universitaires se trompent, leur erreur prend le badge science, ça devient de la science, et on considère que, par exemple, ce que racontent des sociologues, parce qu'ils publient dans des revues validées par les pairs, ce serait indiscutable, et que critiquer ça, ce serait remettre en cause la science. Mais alors que justement, on peut se poser la question, la science et contestation, quelle science, de quoi on parle, quoi. Surtout que dans certaines sciences, il y a des critères objectif de vérification empirique. Une idée peut être confrontée à la réalité, on voit si elle est bonne ou fausse. Alors que dans d'autres sciences, par exemple la sociologie, ce critère est plus fuyant, on va dire. Donc il est plus compliqué d'accéder à la vérité, les critères sont plus subjectifs, plus fuyants. Je pense que le problème est particulièrement marqué aujourd'hui à l'université, pour tout un tas de raisons que je décris dans mon livre. À l'université, il y a notamment le problème de l'absence de pluralisme. C'est-à-dire que à Harvard, par exemple, dans le département de sciences sociales à Harvard, vous avez seulement 3% de professeurs de droite. 3%. Ouais, okay. À l'université en France, on n'a pas de statistiques aussi détaillées, mais quand on regarde les travaux de l'Observatoire de l'éthique universitaire, on semble être pas très loin des mêmes proportions. Le problème de l'absence de pluralisme, c'est que ça augmente le coût social de la déviation. Pour l'étudiant qui voudrait adhérer à des idées de droite, il serait complètement cornérisé, ostracisé socialement. Il ne serait pas suivi pour ses thèses, etc. Or, je montre dans mon livre, en m'appuyant à nouveau sur la pensée de d'autres,
la pensée d'autres, que c'est lorsque le coût social de la déviation est le plus élevé que l'irrationalité est le plus présente. Pourquoi ? Parce que notre cerveau nous oriente dans ce cas-là toujours vers la rationalisation de l'erreur à la mode plutôt que vers la recherche de la vérité. Alors que quand on est dans des environnements pluralistes, on peut se permettre, où 50% des gens pensent A, 50% des gens pensent B, les deux opinions sont permises, donc on va choisir notre croyance pour sa validité et non pas pour sa valeur sociale. Donc aujourd'hui, le fait que l'université soit devenue une monoculture idéologique pose un vrai problème et empêche, si vous voulez, l'exercice de la pensée rationnelle. Je pense qu'il y a d'autres phénomènes qui participent de ça. C'est qu'entre 16 et 24 ans à peu près, c'est un âge où le besoin d'acceptation sociale est le plus fort. Les travaux scientifiques le démontrent. Et donc, les étudiants vont être incités psychologiquement, à nouveau, à rationaliser l'erreur à la mode. Alors que quand on est plus âgé, le jugement des autres nous importe moins. On met en question plus facilement, il y a une mise en question. Par ailleurs, chez les universitaires eux-mêmes, le système de validation par les pairs crée des incitations perverses. Une idée... Ça, je m'appuie notamment sur Thomas Sowell qui montre ça. Il dit le problème en sociologie, c'est qu'une idée n'est pas juste quand elle est valide au regard de critères objectifs. Le critère de validité d'une idée d'un philosophe de la déconstruction, c'est le suivant. D'autres philosophes de la déconstruction trouvent-ils cette idée séduisante ? Votre idée est juste quand d'autres la trouvent juste. Donc ça peut mener à la création d'univers autoréférentiel. C'est parce que certains autres le disent que je dois le valider. Le critère est uniquement social. Pour faire une rapide analogie, imaginons que 20 scientifiques qui pensent que la Terre est plate se réunissent, créent une université. Dans cette université, ils créent une revue avec validation par les pairs. Donc ils publient eux-mêmes des papiers, ils se valident entre eux. Ils disent voilà, c'est de la science parce qu'on s'est validé entre nous. Sauf que tous pensent la même chose. Ils seraient habilités avec cette université. Science, et pourtant, ce n'est pas de la science. Ils seraient aussi habilités à former des doctorants qui eux-mêmes formeront d'autres étudiants qui deviendront des doctorants. Ils seraient habilités à distribuer des diplômes, etc. Donc ils auraient créé tout un univers circulaire, autoréférentiel de validation de croyances absurdes. Mais c'est un peu ce qui se passe, ce qui est passé pour le Covid, ce qui s'est passé pour un certain nombre de choses. Sur le Covid, je sais pas parce que je connais mal, mais par contre, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les départements d'études de genre, par exemple, si vous voulez. Des idées complètement absurdes sur l'identité de genre qui seraient autodéterminées sont jugées valides, non pas parce qu'elles sont valides, parce qu'évidemment elles ne le sont pas, elles sont complètement absurdes, mais parce que d'autres sociologues les jugent valides. On est dans un truc autoréférentiel. Mais c'est l'entre-soi, ça. Voilà, c'est l'entre-soi, mais le système de validation par les pairs institutionnalise ce problème, et le système de validation par les pairs crée aussi un besoin pour les universitaires de se conformer, parce que la réussite d'un universitaire se mesure au nombre de fois où il est publié dans des revues académiques et au nombre de fois où ses travaux sont cités. Or, Raymond Boudon, notamment dans un de ses livres qui s'appelle « Pourquoi les intellectuels n'aiment pas le libéralisme », raconte la mésaventure arrivée à un de ses collègues, un sociologue qui a été démasqué, c'est-à-dire ses pairs se sont rendus compte qu'il n'était pas de gauche, et une fois que ses pairs se sont rendus compte qu'il n'était pas de gauche, ses travaux ont cessé d'être cités par d'autres sociologues. Donc sa carrière en a pris un coup. Il a été invisibilisé. Voilà. Donc c'est pas seulement on risque pas seulement l'ostracisation sociale, mais aussi sa carrière en quelque sorte dans ces milieux-là. Et donc l'incitation psychologique à penser comme la majorité est très très forte, et on est amené à choisir nos croyances, non pas à nouveau pour leur validité, mais pour leur valeur sociale. Eh bien, ce qu'il faut dire d'abord, c'est qu'un intellectuel, par essence, si c'est un vrai intellectuel, doit être totalement à l'opposé de ce conformisme primaire. Exactement. Merci Samuel Fitoussi. Merci à vous.